Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour ce début de mois de septembre 2023. Aujourd'hui on va aller voir les prévisions pour le Bitcoin, pour l'année 2024-2025. Qu'est-ce qui est le plus probable en fait par rapport à la temporalité? On parle beaucoup de ça, je le sais, sur la chaîne, mais c'est indispensable. Ça nous permet de garder notre objectif long terme du marché et ne pas finalement céder aux émotions court terme que l'on peut avoir avec les actualités, les médias, la télé, tout ce que vous pouvez écouter à la radio également concernant les cryptos et la blockchain. On ira voir ensuite le graphique du Bitcoin, sa clôture du mois d'août, et puis on zoomera sur ce qui est en train de se passer en ce moment avec un Bitcoin qui stagne, qui ne fait pas grand chose depuis déjà des mois, en passant de 25 à 30 000 pour finalement repasser à 25 000. Voilà, on s'ennuie un petit peu, mais qu'est-ce que nous dit ce graphique finalement court terme? On va donc zoomer et on va regarder en parallèle la carte des liquidités bien sûr et le Crypto Fear and Greed comme on le fait d'habitude. Les prochains jours, on parlera des altcoins avec cette altcoin dominance qui revient sur un point de résistance, certains altcoins qui ont des graphiques très intéressants, des altcoins qui pourraient surperformer le Bitcoin dans les semaines qui viennent, malgré ce point de résistance important dont on discutera bien sûr. On parlera du portefeuille fictif, donc un portefeuille qu'on alimente au fur et à mesure du temps, sur lequel nous naviguons entre les cryptos, entre les secteurs pour essayer d'optimiser au mieux justement ce portefeuille. En parallèle, moi je vais vous passer la très courte introduction, on se retrouve directement pour l'émission du jour. A tout de suite. On est parti, et comme d'habitude, avant de débuter, je te montre rapidement ce portefeuille que tu peux obtenir, cet outil, ce tableur que tu peux obtenir chez toi, utilisable sur PC, téléphone, tablette, qui récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel et qui te permet de savoir où tu en es, même si tu as 5, 10, 15 plateformes différentes, Binance, Ledger, MetaMask, etc. Ceux qui ont déjà investi dans les cryptos savent de quoi je parle. Tu peux ajouter toutes tes crypto-monnaies, tu vas voir que finalement leur prix s'affiche en temps réel, instantanément, s'actualise toutes les heures, et tu vas dire sur chaque plateforme combien tu possèdes de chacune des crypto-monnaies que tu possèdes. Tu peux dire par exemple de l'Ether, j'en ai tant sur Binance, tant sur la Ledger, j'en ai tant sur également le réseau Polygon que tu vas pouvoir catégoriser tout simplement, et tu vas savoir par rapport à ce que tu as investi à la base, combien tu as d'argent au total, donc la somme de toutes les plateformes donc que tu as rentré, et tu vas pouvoir savoir combien tu es en train de gagner ou de perdre, etc. Voilà, plein de choses qui peuvent être très utiles pour prendre les bonnes décisions sur le marché. Donc première chose, je mets le lien en haut à droite ici dans la notification d'une vidéo que j'ai conçue spécifiquement pour t'expliquer en détail comment fonctionne cet outil si tu veux vraiment en savoir plus avant de passer à l'action. Et ensuite dans la description, tu trouveras un lien qui t'amène sur le site de CryptOrganize où tu auras justement toutes les formules pour pouvoir souscrire à un abonnement et bien sûr obtenir l'outil avec un tarif extrêmement faible, à savoir le prix d'un café simplement par mois pour avoir cet outil qui te sera, j'en suis convaincu, très utile, surtout si tu as déjà investi une somme d'argent assez conséquente dans les cryptos et que tu possèdes donc plusieurs plateformes, par exemple Binance, BitGet, Coinbase, la Ledger, MetaMask, etc. Eh bien tu verras que cet outil deviendra a priori rapidement indispensable. Et si ce n'est pas le cas, de toute façon, tu arrêtes l'abonnement quand tu le souhaites. Allez, je continue maintenant avec l'émission du jour, comme je le disais avec le Bitcoin, et cette histoire de temporalité. Donc vraiment, il y a une photo que j'ai envie de vous montrer avant de débuter cette émission, c'est celle-ci. Alors oui, c'est quelque chose d'assez basique que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, sûrement, mais c'est important de l'intégrer finalement dans son cerveau. Limite, c'est quelque chose qu'il faudrait coller sur son miroir ou alors dans les toilettes ou alors un endroit que vous allez tous les jours simplement pour vous rappeler dans la phase dans laquelle vous vous trouvez sur le marché des cryptos malgré l'ensemble des injonctions négatives que vous pouvez avoir dans votre boulot, votre collègue qui va vous dire que finalement ça sert à rien, que ça marchera pas, etc. Ou bien dans les médias, à la télé, à la radio. Voilà, ça vous permettra simplement de vous rappeler pourquoi vous avez investi tout simplement dans les cryptos. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit à chaque fois des périodes de 4 ans, sauf sur le premier marché aussi, puisqu'on a 2011, 2012, 2012 et 2013. Donc la personne qui a fait ceci, vous voyez, a compressé le graphique sur le premier cycle. Mais ça n'a pas tant d'importance que ça. On sait que le Bitcoin, en tout cas, a montré sur son histoire que tous les 4 ans, il reproduit à chaque fois un cycle. Un cycle qui, jusqu'à maintenant, était à la hausse. Ça ne va pas être comme cela éternellement. Mais pour l'instant, ça s'est passé comme ça. En tout cas, on peut supposer que ça continuera peut-être dans ce sens-là, avec une volatilité réduite, donc des gains beaucoup moins importants, également des baisses qui sont, a priori, à chaque fois, à chaque cycle, de moins en moins prononcées. Donc, le cycle numéro 1 entre 2011 et 2013. Bon, j'ai pris le graphique ici en parallèle pour vous montrer ce qui s'était passé. Là, j'étais en 2013 ici, en 2011, on a eu une hausse d'à peu près 39 000%. Le Bitcoin est passé de 2 $
à 1000 $. Donc voilà, c'est énorme, hein. Vous voyez bien que maintenant on ne peut plus attendre de performance de ce genre pour le Bitcoin parce qu'il est beaucoup plus capitalisé. On risque de ne pas avoir le même genre de performance, c'est logique. Mais voilà, 2011-2013, voilà, le Bitcoin est passé de 2 à 1000 $. Ensuite, 2014 à 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc après avoir touché les 1000 $, en 2014, il a chuté pour rejoindre, je vous montre ici, on va regarder ça, les 160 $. Donc il est passé de 1000 à 160 pour ensuite toucher les quasiment 20 000 $. Vous voyez, donc je retourne sur mon petit graphique. Ici en 2017, on est passé à 20 000 $. Vous voyez à droite. Donc on est passé de 1000 à 160 pour repasser à 20 000. Ensuite en 2018, ça chute. Donc là, moi maintenant, je connais par cœur les chiffres parce que c'est au moment où j'ai commencé à investir dans les cryptos, c'était en 2018. On est passé à 3 000 $ à peu près par ici. Et ici, une deuxième fois en 2020 à 3 200 $ pour en 2021 aller chercher les 69 000 $. Donc encore un cycle de 4 ans avec des performances fabuleuses. Maintenant, on a eu l'année 2022 très bearish, comme d'ailleurs l'année 2018, l'année 2014, l'année 2011, vous voyez, tous les 4 ans, c'est comme ça. On a eu une année 2023 d'accumulation, et qu'est-ce qui nous attend maintenant? Voilà, on peut mettre des points d'interrogation sur 2024 et 2025 parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer, mais en tout cas l'histoire du Bitcoin nous montre que potentiellement les 2 prochaines années pourraient être haussières, voilà, tout simplement. Après, quels sont les niveaux de hausse possibles? À quel mois ça pourrait se produire? Tout ça, on en parle très quotidiennement sur la chaîne. On a plusieurs objectifs, on en a parlé plein de fois, on en reparlera au fur et à mesure que le marché avance. Et lorsqu'on sera sur des points intéressants pour revendre le Bitcoin et les cryptos, croyez-moi, je vous le dirai sur la chaîne. En tout cas, je vous dirai ce que je pense moi personnellement et je vous dirai ce que je fais moi avec mon portefeuille, à quel moment je revends. Je me suis pas mal trompé d'ailleurs lors du cycle précédent. J'avais eu un objectif ici d'atteint, un deuxième ici, mon troisième était là. J'étais persuadé que celui-ci allait être atteint. Ici en 2021, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai pas revendu suffisamment. Donc je vous le dis, je suis pas quelqu'un... Voilà, je suis quelqu'un d'honnête, j'ai pas fait les choses parfaitement et j'ai pas gagné autant que ce que j'aurais pu, évidemment, parce que j'ai fait plein d'erreurs et je vais essayer de ne pas les reproduire. On sait qu'on apprend de ces erreurs et lors du prochain cycle, s'il doit avoir lieu, croyez-moi, j'essaierai de le faire beaucoup mieux que la fois précédente. Alors, le graphique du Bitcoin. Regardons maintenant les clôtures tout simplement mensuelles. Alors on va observer ça de façon factuelle. Ici, on a une clôture plus basse finalement que la clôture précédente ici du mois de mai. Ça veut dire que là, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Un nouveau plus bas. Donc ça, beaucoup vont me dire, oui, voilà, c'est très bearish parce qu'on fait un nouveau plus bas. Moi, ce que j'ai envie de vous montrer ici, c'est que, regardez au préalable, on a eu un nouveau plus haut. Ça veut dire qu'un marché qui fait ça n'est pas forcément un marché bearish. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Un marché bearish serait un marché qui, par la suite, nous fait quelque chose qui est moins haut que le précédent sommet et qui casse le précédent point bas. À ce moment-là, là, on a la confirmation du marché baissier. Vous voyez? Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, puisque en mensuel, on observe qu'en termes de hausse, eh bien, on était à chaque fois sur des nouveaux plus hauts et que là, c'est la première fois qu'on casse un point bas. Et que si on reprend un Fibo qui récupère cette hausse, bah vous voyez, c'est parfait. On revient sur les 38,2 de Fibo et ça s'appelle le premier arrêt. Les 38,2, on le catégorise comme étant le premier arrêt. Ça ne porte pas ce nom pour rien, c'est simplement parce que souvent, c'est une zone qui stoppe le cours, soit pour rebondir à la hausse finalement et faire un nouveau sommet, soit pour stagner un moment avant d'être cassé par le bas. Mais en tout cas, c'est un arrêt, c'est un point de stop, tout simplement. Donc moi, ce que je voulais vous montrer également par rapport à ce graphique mensuel que l'on a sous les yeux, c'est que regardez, nous sommes à peu près, regardez par rapport au halving suivant, à cette distance, à quelques mois simplement du halving. Et si on regarde les marchés baissiers précédents, lorsqu'on était à quelques mois du halving, bah vous voyez que les cassures baissières des bougies mensuelles ne se traduisaient pas forcément par un gros marché baissier par la suite. La preuve, c'est que, bah effectivement, on a eu cette hausse. Si on reprend le marché encore préalable de 2015, qui ressemble d'ailleurs, je dois le dire, beaucoup plus au marché actuel, qu'on prend quelques semaines avant le halving, vous voyez, et je vais vous prendre cet exemple précis à cet endroit-là, regardez, on a eu cette clôture de cette bougie, vous voyez, qui était plus basse que la bougie précédente. Ça veut dire que là, on a eu une cassure baissière qui s'est traduite par la suite en fait par un bottom historique, un point, un niveau qu'on n'a plus jamais atteint jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le niveau des 365 $ pour le Bitcoin. Voilà. Peut-être qu'en fait, le niveau actuel se traduira par un niveau qui ne sera plus jamais atteint par le Bitcoin. C'est-à-dire que là, les niveaux des 25 000, aussi bien dans 2 mois, on sera vers les 30 000, peut-être qu'on va faire cela, que le halving va se passer et qu'on va monter, qu'en fait, ce niveau des 25 000 ne sera plus jamais atteint. C'est possible, voilà. On le saura très vite, parce que s'il doit être cassé par le bas, ça sera probablement très prochainement. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça quand même très intéressant d'observer tout ça. Maintenant, regardons un peu ce graphique du Bitcoin en zoomant un petit peu, c'est-à-dire en weekly ici. On voit que, d'ailleurs comme en mensuel, ici à cet endroit-là, on fait des sommets qui sont toujours plus hauts les uns que les autres. Donc alors,
ça mériterait quand même de s'attarder sur les 2 derniers sommets, parce que c'est difficile d'observer un peu ces clôtures. On va se positionner là, et on voit qu'effectivement, voilà, on l'a cassé par le haut au mois de juin. C'est très léger. On a un RSI qui, d'ailleurs, regardez, ne fait pas de nouveaux sommets. Donc on a une divergence potentielle qui se dessine, qui d'ailleurs se confirme sur cette bougie. On a une divergence qui s'est confirmée. Donc c'est assez négatif comme graphique ici. Malgré tout, on a toujours cette tendance haussière qui n'est pas totalement remise en question, puisqu'on n'a pas le M escompté. Même si sur le RSI, ça s'annonce pas très joyeux, évidemment. Maintenant, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que le RSI continue de chuter, on est déjà sur les 40 et que peut-être on peut rejoindre la borne basse sans avoir une chute énorme ici finalement sur le Bitcoin. Simplement en rejoignant cette ligne, hein. Regardez, c'est la ligne pour moi de support qui, si jamais vous n'avez pas du tout investi dans le Bitcoin ou si jamais vous souhaitez le faire à bon prix, voilà, vous avez cette zone, on y est quasiment là actuellement, ça serait dommage de ne pas mettre un petit billet maintenant si vous souhaitez investir pour du long terme dans les cryptos, ça c'est sûr. Malgré tout, voilà, cette zone, elle se trouve là, et si je zoome un petit peu, on observe que le bas de cette zone, je la situerai à peu près sur les 2 clôtures, ici à la fois de la semaine du 8 août, et alors c'était quoi? Oui, 8 août 2022, et la semaine ici du 20 février 2023. Ces 2 clôtures qui sont tout à fait similaires, vous voyez, donc c'est-à-dire sur le prix des, que je dise pas bêtises, 24 300 $. Voilà, si on y va sur cette zone-là, je pense que ça serait dommage de ne pas acheter du Bitcoin. Et moi, pour ma part, vu que j'ai déjà toutes les cryptos que je souhaite avoir, pourquoi pas, ça serait une opportunité en or pour ouvrir un long, faire un trade en fait sur cette zone de prix. Est-ce qu'on l'atteindra un jour? J'en sais rien. En tout cas, le Bitcoin navigue actuellement sur les 25 800 $. Autre chose que je voulais vous faire remarquer sur ce graphique hebdomadaire, c'est que ici, on était en 2021, on a eu un Bitcoin qui nous a dessiné un nouveau sommet. Alors, c'est pas du tout l'outil que je voulais utiliser. Le Bitcoin qui fait un nouveau sommet avec un RSI, regardez, qui retrace énormément. Derrière, la divergence qui est confirmée. Par la suite, le marché baissier de 2022. Ici, qu'est-ce qu'on a? Cette fois-ci, à l'inverse, on a un marché qui baisse, à cet endroit-là, avec un RSI qui monte. Voilà, on l'avait bien remarqué sur la chaîne, on en a bien parlé en fin d'année dernière, hein, et c'est clairement le moment où j'ai réinvesti moi personnellement dans les cryptos. Alors je vous le dis tout de suite, hein, j'ai pas acheté les 15 000, voilà, je suis pas un génie, hein, j'achète pas les bottoms exacts, mais en tout cas j'ai acheté plutôt vers les 18 000, vous voyez. Quand on était dans cette phase d'accumulation, par là, j'ai investi dans le Bitcoin de nouveau. Aujourd'hui, je suis très content de l'avoir fait, et je vais pas les revendre pour autant, parce que moi j'investis sur du long terme, du moyen long terme. Je n'achète pas pour revendre 3 mois plus tard. Donc on observe que le marché est assez joli, quoi. Il nous fait une divergence haussière pour nous prévenir de la future baisse. Malheureusement, je l'avais observé, malgré tout, je ne l'ai pas suivi, cette divergence, parce que j'étais un peu finalement omnibulé par mes émotions et le sentiment que le Bitcoin pouvait aller plus haut que les niveaux qu'il avait déjà atteints. Et regardez, à contrario, à la baisse, il nous montre également cette divergence, vous voyez, le Bitcoin, mais cette fois-ci inverse, avec un Bitcoin qui chute, un RSI qui monte, et le marché qui peut-être en fait a touché un bottom sur les 15 000. On ne sait pas encore, mais a priori, plus le temps passe et plus on peut dire que les 15 000, en tout cas plus on peut supposer que les 15 000 sont le bottom, le point le plus bas effectivement de ce bear market pour le Bitcoin. Voilà, donc en parallèle, je voulais regarder 2 éléments, à la fois la liquidité, puis également le fear and greed. Alors on commence par la liquidité. On voit qu'il y a une liquidité énorme à venir chercher au sud. Est-ce qu'on va l'atteindre cette zone? C'est difficile à dire évidemment, je n'ai pas la réponse. Par contre, c'est sûr que si on a une vague baissière qui se produit, le point de support pertinent, c'est tout d'abord les 21 300, le creux dans la liquidité. On vient chercher toute cette zone. Et regardez le creux énorme ici aux alentours des 20 000. Voilà. C'est possible qu'on vienne chercher toute cette zone. Et donc que l'on ait ce Bitcoin finalement qui continue sur cette perspective de baisse. Maintenant, au nord, on voit qu'on a toujours les mêmes liquidités avec cette zone des 36 000 qui nous appelle, mais on voit qu'effectivement, ces bougies sont moins importantes, que effectivement, la tendance serait plutôt, en tout cas pour les énormes portefeuilles, les énormes investisseurs, serait plutôt d'aller acheter du Bitcoin sur ces zones où beaucoup de personnes se feraient liquider, probablement des gens qui sont en long sur le Bitcoin, qui sont passés à l'achat déjà depuis un moment. Donc ça, c'est un peu le point négatif par rapport au scénario où je vous disais effectivement que ça pouvait être le point ultime, le point bas ultime du Bitcoin. Effectivement, les liquidités pourraient nous laisser présager l'inverse, mais faut-il encore qu'il y ait assez de vendeurs pour que le marché chute jusqu'à cette zone de prix? Si beaucoup d'acheteurs se manifestent ou si tous les vendeurs ont déjà vendu leur Bitcoin et ne souhaitent plus le faire aujourd'hui, et je pense que c'est quand même assez le cas, c'est-à-dire que souvent quand on a une panique comme ça qui s'opère, tous ceux qui ne sont pas trop sûrs de ce qu'ils font, c'est-à-dire ceux qui vont investir dans le Bitcoin juste pour l'argent rapide sans vraiment savoir ce qu'est la blockchain et sans avoir intégré que en fait ça pouvait révolutionner le monde financier actuel, eh bien peut-être que toutes ces personnes-là, dès que ça chute, ils vendent. Et en fait,
c'est ceux qui sont susceptibles de vendre le plus rapidement possible qui l'ont fait ici pendant cette phase de chute énorme, donc cette panique sur le marché. Peut-être que ceux qui restent encore aujourd'hui sur le marché, qui ont réussi à garder leur Bitcoin jusqu'à maintenant, ne vont pas les vendre, même si on revient sur les 15 000. Ils ont déjà tenu ici. Pourquoi est-ce que à cet endroit-là, maintenant, si on y revenait maintenant, un an après, est-ce qu'ils revendraient? C'est pour ça que souvent vous voyez des phases d'accumulation qui se produisent de cette façon. C'est-à-dire une chute énorme, quelque chose qui accumule. Et en fait, cette chose qui accumule, c'est simplement des personnes qui ici ont réussi à hold. Voilà, donc derrière, quand ça chute de nouveau, ils gardent encore leur Bitcoin, ils ne vont pas revendre à ce moment-là. Et donc il n'y aura pas assez de vendeurs. Toutes les personnes qui ont du Bitcoin vont les garder, ils ne vont pas les revendre. Ils ont réussi à les vendre, à les garder pendant toute cette période. Ce n'est pas pour les revendre de nouveau au même prix. Peut-être la seule chose qui pourrait les faire vendre, c'est encore une chute supplémentaire beaucoup plus importante, par exemple en l'occurrence ici, qui nous ramènerait vers les 15 000 voire 10 000. À ce moment-là, ça serait la panique totale. Et peut-être que les personnes qui ont hold jusqu'à maintenant se mettraient à vendre aussi. Vous voyez, vous comprenez un peu l'idée, et c'est pour ça que généralement on a ces phases d'accumulation sur le Bitcoin. Là, en l'occurrence, c'était la même chose en 2018. Tous ceux qui voulaient vendre du Bitcoin l'avaient déjà fait ici, et par la suite, ceux qui ont réussi à hold pendant toute cette période, vous voyez, n'ont pas manifesté de pression vendeuse extrêmement importante, pas suffisante pour aller casser ce point bas, parce qu'il n'y avait tout simplement pas assez de vendeurs pour le faire. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous ne comprenez pas le phénomène dont je suis en train de parler. Voilà, donc ça c'était pour le Bitcoin en weekly. On peut regarder le Fear and Greed qui se trouve vers les 40. Ce que l'on peut observer ici, on va se mettre sur par exemple un an, histoire que ce soit un peu clair. On voit que le Fear and Greed était sur les 25 à peu près en novembre 2022. C'est lorsque le Bitcoin était sur les 15 000 $. On observe qu'on a touché les 30 au niveau du Fear and Greed en mars 2023. Qu'est-ce que c'est mars 2023? Ça va être intéressant de le voir. Mars 2023, février, mars, c'est ça. C'est cette bougie-là, regardez-moi, cette bougie, elle est assez intéressante, puisque, on a mis le doute à tout le monde ici. On a laissé penser effectivement que potentiellement, là, on allait chercher un nouveau plus bas, avec cette bougie, cette panique, qui était pas si importante que ça en termes de pourcentage, mais qui a ramené le Bitcoin de 22 000 à 19 000 $ en très peu de temps. Ça a créé de la panique, et cette panique, en fait, a fait en sorte que le Crypto Fear and Greed redescende vers les 33. Par la suite, on n'est plus jamais venu chercher de nouveau ce chiffre des 33. Malgré tout, avec cette baisse assez récente, où on est passé de nouveau des 30 aux 25 000, on redescend sur le Crypto Fear and Greed aux alentours des 38. Ce qu'on observe, c'est qu'on a une sorte de tendance baissière qui se dessine sur le Crypto Fear and Greed depuis, alors on va prendre le sommet ici, depuis le 17 avril, alors que sur le prix du Bitcoin, et ça c'est très cool je trouve à observer, c'est que si on prend le 17 avril, on n'a pas eu de tendance baissière en fait, on a même eu un nouveau sommet sur le Bitcoin, avec un retour simplement sur les points bas précédents. Ce qui veut dire que les gens, même si le marché du Bitcoin range, c'est ce qui est en train de se passer, mon range est pas très bien dessiné, mais vous avez compris l'idée, même si on a un Bitcoin qui range, on a malgré ça des gens qui ont de plus en plus peur. Des gens qui ont de plus en plus peur que le Bitcoin retourne sur des nouveaux plus bas, etc. Et ça, en fait, c'est les cicatrices et les séquelles que le bear market a pu causer dans le cerveau de la plupart des gens, et c'est tout à fait logique, en fait. Et donc, c'est intéressant de voir cette divergence sur le Fear and Greed, tout simplement. Ça traduit, on va dire, l'incertitude, la peur et aussi le désintérêt que les gens peuvent avoir envers les crypto-monnaies en ce moment. J'en ai fini avec ça, je zoome rapidement sur le daily pour en faire une analyse plus court terme un petit peu de ce Bitcoin. Ce qu'on observe ici, c'est que on a eu cette hausse qui s'est produite là, en ce début d'année 2023 et qu'on revient chercher le premier arrêt. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur déjà le graphique hebdomadaire. On est venu le chercher à plusieurs reprises, sur plusieurs mèches, à la fois déjà ici au mois de juin et de nouveau maintenant au mois de septembre. La question, donc là maintenant, si on raisonne simplement sur cette analyse court terme, ce qu'on peut observer, ce qu'on peut voir, c'est que, alors on va zoomer parce que vous voyez, il faut que les bougies soient un peu plus grosses en théorie pour, en réalité, si on fait une analyse daily, il faudrait qu'on soit à peu près zoomé comme cela. Ce qu'on observe concrètement, c'est qu'on a un range en daily, on a un range, et qu'ici, vous voyez, on a touché un sommet, à 3 reprises on a fait de nouveau plus haut avec un RSI qui est descendu, et la cassure, la divergence à cet endroit-là. On entre dans un marché journalier baissier, puisque regardez, le RSI continue à dégonfler, le cours, regardez, cette fois-ci commence à faire des nouveaux plus bas que les précédents, des plus hauts, moins hauts que les précédents, la cassure, vous voyez, encore un plus bas que les précédents, etc. Donc la tendance est baissière. Quand est-ce qu'on pourrait estimer en daily qu'elle se retourne, cette tendance, et quand est-ce qu'on pourra ouvrir un trade à la hausse? Eh bien pour cela, il va falloir attendre que le RSI nous montre une divergence confirmée. Ce n'est pas le cas pour l'instant. On a un point bas ici, vous voyez,
On a à la fois un cours qui descend, ce qu'on attend c'est un RSI qui monte au-dessus de ce niveau-là. Par exemple un cours qui remonte vers les 26 000, 27 000, j'en sais rien, quelque chose comme ça, avec un RSI qui casse ce point-là, avec une clôture journalière à cet endroit-là. Et à ce moment-là, on se dira, ouais, là c'est le bon moment pour entrer en trade, on a notre divergence, elle est confirmée, on est revenu sur un point de support extrêmement intéressant, qui peut d'ailleurs être encore plus bas, hein. On l'a vu, je retourne sur le weekly, le niveau parfait concrètement, ça serait les 24 200. Vous voyez la clôture ici hein, de ces deux bougies hebdomadaires. Je ne dis pas qu'on va y retourner, mais ça serait le niveau parfait. Et si vous voyez finalement un cours qui descend jusqu'à ces 24 200, qui par exemple revient vers les 25 000 comme ça, et nous dessine cette confirmation de divergence, je pense que ça serait très intéressant et probablement très judicieux d'ouvrir un trade à la hausse. Et pour ceux qui font de l'investissement voilà, par palier, etc., de mettre un palier d'achat sur cette zone tout simplement. Voilà, je fais cette petite analyse complémentaire en daily. J'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. On parlera des altcoins a priori. Excellente journée à tous. Ciao tout le monde.